Donc on va continuer le TD de la semaine dernière, enfin on va le terminer surtout. Il ne restait plus grand-chose. C'est juste pour... Il y a quelqu'un qui parle Oui, monsieur, moi j'ai une petite question à vous Ouais, poser avant de allez-y. commencer. Ouais, ouais, allez-y. Euh, En fait, ça concerne la complexité. Si on fait une fonction de Python et dans Mhm. une deuxième fonction, on appelle n fois la fonction de Python, Ouais. est-ce qu'il faut compter ça pour Ah 1 oui, oui, oui. ou Ah faut non. compter ça pour n fois? Bah, il faut calculer la complexité de l'autre fonction Python qu'on appelle n fois, et puis la Oui, multiplier par n. Ou plus précisément, en fait, ça dépend comment vous appelez votre fonction, parce que si, je l'appelle dans une boucle n fois. ouais, bah, si vous arrivez à exprimer la complexité de l'autre fonction en fonction de n, bah, la complexité totale, le nombre d'opérations qu'on fait, on appelle n fois la fonction, disons f c'est la fonction qu'on appelle n fois. Si à chaque fois qu'on appelle f, il faut faire, disons par exemple n opérations, qu'on appelle f n fois, en tout il faut faire n carré opérations. Donc D'accord. à chaque fois Donc, les complexités se multiplient. ok, donc ça compte pas pour 1 comme les additions et Ah non, non, non. d'accord. C'était juste pour être sûr, merci. Ouais. Voilà. Il y a d'autres questions avant qu'on commence sur le DM et tout ça? Non? Bon, alors s'il n'y a pas de questions, on va reprendre l'exo. Bon, il restait que la fin, hein. Vous vous rappelez, on prenait plusieurs intervalles, A1, B1, A2, B2, jusqu'à NBN. Supposait qu'ils étaient non vides. Et en plus, on supposait qu'ils étaient dans l'ordre, c'est-à-dire la fin de chaque intervalle est strictement plus petite que la fin de l'intervalle suivant. Donc B1 est strictement inférieur à B2, strictement inférieur à BN. Et on veut chercher un sous-ensemble des intervalles, qui sont disjoints, donc, comme ça, tel que si on regarde la somme des longueurs des intervalles, c'est la plus grande possible. Ok. Voilà. Et donc on définissait ce C crochet I, où on regardait la même chose, un sous-ensemble des intervalles disjoints. On regardait la somme des longueurs des intervalles, mais on s'autorisait à prendre que les intervalles jusqu'au ième. Okay, donc C crochet 0, on prend personne, donc ça fait 0. C crochet 1, on avait vu, on prenait que le premier intervalle, donc c'était juste la longueur. À partir de C crochet 2, on avait deux intervalles, donc soit on en prenait un, soit on prenait l'autre, soit si j'étais disjoint, on prenait les deux, etc. Et on allait comme ça calculer jusqu'à C crochet n, qui est ce qu'on recherche. Ok, ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait la semaine dernière avant de continuer? Non? Bon, donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il y avait un algorithme naïf qui consistait à chercher, à regarder tous les sous-ensembles possibles. Et puis, quand on vous donne un sous-ensemble, vous regardez si les intervalles qui sont dedans sont disjoints. S'ils sont disjoints, vous calculez la somme des longueurs. Et puis après, une fois que vous avez toutes les sommes des longueurs, vous regardez qui est la plus grande. Bon. Le problème, c'est que des sous-ensembles, il y en avait 2 puissance n. Ensuite, faire les opérations que je viens de dire, regarder si c'est disjoint, calculer la somme des longueurs, en gros, c'est complexité linéaire. Donc, ça fait du n fois 2 puissance n, donc c'est épouvantable. Donc là, on va chercher un petit algorithme plus rapide avec la programmation dynamique. Donc on définit ça. Donc je vous rappelle les intervalles. On a I, l'intervalle I c'est AI, BI. Et on suppose que B1 strictement inférieur à B2, strictement inférieur à Bn. Et puis on rajoute B0 qui est moins l'infini. Et on définit, pour un élément I, qui n'est pas le dernier, on définit J. C'est l'unique élément tel que Bj est strictement inférieur à I plus 1 et strictement inférieur à Bj. C'est-à-dire, si on dessine une droite comme ça, hop, attendez, on va avoir AI plus 1 qui est ici, donc l'intervalle
I plus 1, c'est celui-là. Et on va demander est-ce que les intervalles J et J plus 1, ils sont comme ça. D'accord? Le J, il se termine avant, et le J plus 1 se termine après. Bon, on ne sait pas trop où il commence. Ça, j'ai fait un dessin, il faut bien que je fasse des choix, mais on ne sait pas où il commence. Mais en tout cas, le BJ se termine avant plus 1. Ah, pardon. Ah, attendez, je corrige ce que je viens d'écrire. I plus 1, c'est là où commence l'intervalle I plus 1. Donc, BJ se termine avant là où commence I plus 1. Et l'intervalle J plus 1 se termine après là où commence. Donc, il va intersecter l'intervalle I plus 1. Donc, et cet élément J, il existe et il est unique parce que il y a l'argument qui est là. 0 jusqu'à Bn, c'est une partition de B0, Bn. Donc, I plus 1 est forcément dans un de ces intervalles. Ça va cette définition? Okay, donc, bon, ceux-là, on ne sait pas où il commence. Celui-là, on ne sait pas où il se termine. Mais ce qu'on sait, c'est que BJ se termine avant I plus 1 et IJ plus 1, il se termine après. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, ce qu'il faut montrer, c'est que C crochet I plus 1, donc c'est-à-dire la longueur maximale qu'on peut avoir d'intervalle disjoint en prenant que les intervalles jusqu'au I plus unième, c'est le maximum entre ces deux nombres, C crochet I et C crochet J plus BI plus 1 moins AI plus 1. Bon, donc ça, vous pourrez remarquer tout de suite, hein, c'est la longueur de I plus 1. Voilà, alors essayez de réfléchir un peu pourquoi c'est vrai. Bon, je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est déjà écrit. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi c'est vrai? Sinon, je peux commencer à vous donner des indications. Bon, alors, en gros, l'idée, c'est que, imaginons, on a déjà calculé C crochet 0, C crochet 1, C crochet 2, etc. C crochet I. Ceux-là, on les connaît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on
On sait quelle est la longueur maximale quelle est la somme des longueurs maximales en prenant des intervalles disjoints qu'on sait avoir en prenant juste le premier, puis les deux premiers, puis les trois premiers, jusqu'au i premier. Donc on sait quelle est la longueur maximale qu'on peut obtenir comme ça. Maintenant, on rajoute un intervalle i plus 1. Donc on cherche parmi les sous-ensembles de 1 jusqu'à i plus 1, lequel va donner la longueur maximale. Et nous, ce qu'on sait, c'est que si on ne met pas i plus 1, si on prend que les sous-ensembles où on va que jusqu'à i, on connaît quelle est la longueur maximale. Donc il faut voir que ces trucs-là, en fait, il y en a de deux types. Il y a les L tels que i plus 1 n'appartient pas à L, et les L tels que i plus 1 appartient à L. Alors, pour les L tels que i plus 1 n'appartient pas à L, c'est quoi la somme des longueurs maximales qu'on peut obtenir? Ça veut dire on prend des intervalles, on prend les intervalles entre 1 et i plus 1, mais on sait qu'on ne met pas le i plus 1 dedans. Dans ce cas-là, c'est quoi la somme des longueurs maximales qu'on peut obtenir? Bon. Bon, on va reprendre un petit peu. Donc, je vous rappelle, C crochet I. On regarde tous les intervalles entre 1 et i. D'accord. On regarde les sous-ensembles comme ça. Donc, on prend un paquet d'intervalles parmi les i premiers. Et puis, on regarde les paquets où tous les intervalles qu'on regarde sont disjoints. Et on regarde, quand on a un paquet comme ça, la somme de ses longueurs. Bon, je peux peut-être reprendre l'exemple qu'on avait fait la semaine dernière. Vous voyez, on avait les intervalles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc C crochet 0, on regarde personne, donc ça fait 0. C crochet 1, on regarde le premier intervalle. Et puis on regarde la somme maximale des longueurs qu'on peut avoir. Bon, bien sûr, la somme maximale qu'on peut avoir, c'est en prenant l'intervalle 1 et longueur 2. C crochet 2, on regarde les deux premiers intervalles. On regarde parmi les paquets qu'on peut prendre dans les deux premiers intervalles, lesquels sont disjoints. Donc les seules possibilités, c'est si on prend un tout seul ou deux tout seul. On ne peut pas les prendre en même temps. Et donc la longueur maximale qu'on peut avoir, ils sont tous les deux de longueur 2, on ne peut pas faire mieux que 2. Ensuite, C crochet 3. Les paquets qu'on peut prendre, c'est quoi? C'est un tout seul, deux tout seul et trois tout seul. On ne peut pas en prendre en même temps parce qu'ils s'intersectent à chaque fois. Donc on est bloqué. Donc, on peut prendre soit le 1 tout seul, soit le 2 tout seul, soit le 3 tout seul. Et si on regarde, le mieux qu'on puisse faire, c'est prendre le 3 tout seul, qui est de longueur 4. C'est pour ça qu'on avait C crochet 3 égale 4. Après C crochet 4, on regarde les paquets qu'on peut prendre. Donc c'était ce qu'on avait écrit ici. On peut prendre 1 tout seul, 2 tout seul, 3 tout seul, 4 tout seul. Et on peut aussi prendre 1 avec le 4. Ça, on a le droit parce qu'il ne se touche pas. Et quand on prend 1 avec le 4, la longueur qu'on trouve, c'est 5. Donc C crochet 4, c'est 5. Ensuite, quand on rajoute le 5, les paquets qu'on peut prendre, on rajoute le paquet 5, le paquet 1, 5, le paquet 2 avec 5 et le paquet 3 avec 5. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est prendre le paquet le 3 avec le 5, ça fait longueur 6. Et enfin, quand on rajoutait l'intervalle 6, on rajoutait ces paquets-là, et le mieux qu'on puisse faire, c'était prendre le paquet 3 et 6, ça faisait 7. Ok, est-ce que ça va? Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Il y a des questions sur ça? Bon. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on a calculé le truc maximal qu'on puisse avoir en prenant les intervalles que jusqu'au, par exemple, au 4e, et on veut savoir ce qui se passe quand on rajoute le 5e. D'accord?
Donc là, l'énoncé, il nous dit qu'il faut regarder, par exemple, on va faire le cas où on rajoute le quatrième intervalle. On a calculé ce qui se passe quand on rajoute jusqu'au troisième. Et quand on regarde le quatrième, donc là, on rajoute l'intervalle 4, l'énoncé nous dit qu'il faut regarder les deux intervalles successifs, tels que BJ est strictement inférieur au début de 4, donc, par contre, le BJ plus 1 est supérieur ou égal. Bon, bah là, on voit que si on prend le 1, on n'a pas encore atteint le 4, mais dès qu'on prend le 2, on commence à toucher le 4. Donc le J qui est ici, c'est le 1. Et là, l'énoncé, donc je peux réécrire là, il nous dit que C crochet I plus 1, c'est le max entre C crochet I et C crochet J plus BI plus 1 moins AI plus 1. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rajoute le 4, on a deux possibilités. Soit on prend C crochet I, c'est-à-dire la longueur qu'on peut avoir en gardant ce qu'on avait trouvé avant. On ne rajoute pas l'intervalle I plus 1. Ou bien alors, on prend C crochet J, donc c'est-à-dire ce qu'on peut avoir en prenant ici que le 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'intervalle qu'on peut avoir, la somme des longueurs qu'on peut avoir en prenant que le 1, et en rajoutant la longueur du 4. Donc ça, pourquoi c'est vrai? C'est parce que quand on rajoute le 4, soit on ne le met pas dans le nouveau paquet, donc on regarde que les anciens paquets, ça c'est le maximum qu'on puisse avoir, c'est C crochet I. Soit on le rajoute dans le paquet, et si on le rajoute dans le paquet, on ne peut pas mettre tous les autres intervalles. Par exemple, ici, si on met les paquets qui contiennent un 4, on ne peut pas mettre tout le monde. On ne peut pas mettre le 2, on ne peut pas mettre le 3, parce que 2 et 3, ils touchent le 4. Donc les paquets qu'on peut rajouter, c'est seulement ceux qui contiennent les intervalles jusqu'à 1, ici. D'accord? Et pourquoi c'est le 1? C'est parce que le 1, il ne touche pas encore le 4, mais le 2, il commence à toucher le 4. Et du coup, forcément, le 3, il touche le 4 aussi, parce qu'ils sont dans le bon ordre. D'accord? Donc la définition du J, c'est le dernier intervalle qui ne touche pas l'intervalle 4, c'est le 1. Et donc, parmi les paquets possibles, il y a les paquets qu'on a déjà trouvés, 1, 2 et 3, et les paquets qui contiennent le 4. Et les paquets qui contiennent le 4, ils peuvent contenir les anciens intervalles, mais seulement que jusqu'au 1. Okay. Maintenant, si on fait la même chose avec le 5, dans les paquets qu'on peut avoir avec jusqu'à 5, il y a les paquets qu'on avait déjà trouvés avant, et les paquets qui contiennent le 5. Et les paquets qui contiennent le 5, ils peuvent contenir qui? Ils peuvent contenir le 1, le 2, le 3, mais pas le 4. Et ça, on le voit, c'est le J. Le J, c'est le 3 ici. On peut rajouter les paquets que jusqu'au J, mais on ne peut pas rajouter ceux qui viennent après. Ok, c'est à peu près clair cette explication ou pas? Monsieur, Oui. ça veut dire CI, c'est soit un intervalle tout seul, ou bien deux intervalles qui ne se touchent pas. Non, non, il pourrait y avoir plus d'intervalles. Là, c'est vrai que sur l'exemple, il n'y a toujours que 2 intervalles maximum, mais on pourra en avoir plus. Par exemple, si je rajoutais un intervalle 7, qui est là, C crochet 7, on pourrait prendre le 3 plus le 5 plus le 7. Oui, c'est vrai. D'accord? Ok. Bon, je vais reprendre l'explication. Donc, le truc, c'est, imaginons, on veut calculer C crochet 5. On connaît C crochet 0, C crochet 1, C crochet 2, C crochet 3, C crochet 4. C'est-à-dire en prenant les paquets que jusqu'à 4, quelles sont les longueurs maximales qu'on peut avoir. Maintenant, on rajoute le 5. Donc, ça veut dire qu'on peut rajouter des nouveaux paquets où il peut y avoir le 5 dedans. Donc, dans les paquets, il y a ceux où il n'y a pas le 5. Ceux-là, c'est ceux qu'on a déjà calculés. En tout cas, on a calculé le maximum. Et il y a les paquets qui contiennent le 5. Et il faut savoir,
parmi les paquets qui contiennent le 5, lesquels on a le droit de rajouter. C'est ceux qui ne touchent pas l'intervalle 5. Et donc, dans les intervalles qui viennent avant le 5, on a le droit de rajouter, c'est le 1, le 2, le 3, mais pas le 4. Donc, c'est à ça que correspond ce J. C'est le dernier intervalle qu'on peut rajouter. Ici, c'est le 3. À partir du 4, on n'a pas le droit de le rajouter. Et donc, la formule nous dit que la longueur maximale qu'on puisse avoir en regardant le C crochet I plus 1, donc en regardant les intervalles jusqu'au I plus unième, c'est soit les paquets où on ne met pas le I plus 1, donc c'est C crochet I, soit c'est les paquets où on met le I plus 1, donc on rajoute sa longueur, et dans les paquets où on met le I plus 1, les seuls intervalles qu'on peut rajouter, c'est ceux qui vont jusqu'au J, avec le J qui était défini dans la question précédente. Donc on avait BJ strictement inférieur à AI plus 1, inférieur ou égal à BJ plus 1. Bon, est-ce que cette explication est à peu près convaincante ou pas du tout? Bon. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui a dit non. Est-ce qu'il y a un truc? Oui? J'ai juste du mal avec le J, en fait. Je ne comprends pas très bien quoi il correspond. Bah, le J, c'est le dernier intervalle qui ne touche pas l'intervalle qu'on veut rajouter. Par exemple, on veut rajouter le 5. Le J, ça va être le dernier intervalle qui ne touche pas le 5. Donc le 1, il ne touche pas le 5, le 2 ne touche pas le 5, le 3 ne touche pas le 5, et le 4, il commence à toucher le 5. Donc le J, ça va être 3 ici. C'est-à-dire c'est le dernier des intervalles qu'on peut rajouter dans les paquets qui contiennent 5. Okay. Parce que si on a un paquet qui contient 5, il ne va pas pouvoir contenir le 4, parce que le 4 touche le 5. Par exemple, pour le 6 aussi, c'est pareil. On peut rajouter le 1, le 2, le 3, mais pas le 4 et le 5. Donc ici, J, ce sera juste 3. Et on voit dans les paquets qu'on rajoute, effectivement, il n'y a que les 1, les 2, les 3 qu'on a le droit de rajouter. Mais on n'a pas de paquet qui contient à la fois 6 et 4 ou 5. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Bon. Après, vous pouvez le reprendre chez vous, c'est pas tellement le but. Là, le but, c'est du coup, au pire, vous admettez cette propriété si ce n'est pas encore clair. Il faut écrire un algorithme de programmation dynamique qui va prendre en entrée I. Donc, vous imaginez, vous avez fonction C de I. Donc I, c'est un tableau qui contient I1 jusqu'à IN. Et l'intervalle II, vous pouvez y penser comme un couple AI, BI. Donc, si vous voulez, vous aurez II crochet 1 qui fait AI et II crochet 2 qui fait BI. D'accord? Et en utilisant cette propriété, vous avez 0, 0. Et donc ensuite, il faut utiliser cette propriété pour calculer de proche en proche C crochet 0, C crochet 1, C crochet 2, jusqu'à C crochet N. Et C crochet N, c'est lui qu'on cherche. Donc il faut trouver le J et ensuite calculer ce maximum. D'accord? C'est ça les deux étapes. Pour calculer CI plus 1, il faut trouver le J et calculer le maximum entre ces deux éléments, du coup. Ça va? Bon, je vous laisse essayer d'écrire l'algorithme. Puis... Monsieur, les I1 jusqu'à IN, c'est des listes? Comment ça? Quand vous avez écrit Ouais, I1 jusqu'à IN, alors I, c'est une liste qui a un élément. Et II, bon, je vais peut-être l'appeler IJ parce que c'est dur de dire II. IJ, c'est lui-même une liste qui a juste deux éléments, AJ, BJ. d'accord.
Donc c'est une liste de listes, mais chacun des éléments de la liste extérieure n'a que 2 éléments. Alors, le plus dur, c'est de trouver le J, hein.
Bon. On va corriger d'ici peut-être 3-4 minutes. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, on va commencer à corriger. Donc déjà, la première chose, n valeur de i. On va créer une liste C de début vide. On sait que c'est 0. C'est 0. OK. Alors ensuite, on va remplir la liste progressivement. Donc on va faire pour i allant de 1 n. On veut remplir ces crochets i. Alors faites attention parce qu'il y a un décalage dans les indices. Là, je remplis ces crochets i. Donc ces crochets i, c'est le max entre ci moins 1 et cj plus bi moins i. D'accord? Bon, donc maintenant, on veut trouver le j tel que bj strictement inférieur à i, strict inférieur ou égal à bj plus 1. OK? Voilà, là, il y a un décalage d'indice. Tout à l'heure, c'était ai plus 1, maintenant, c'est ai. Bon. Donc, une méthode pour le faire, c'est, vous voyez, les b, ils sont dans l'ordre. Donc, on va les parcourir dans l'ordre. Et puis, tant qu'on n'a pas dépassé ai, on continue d'augmenter un compteur. Donc, au début, on va mettre j égale 0. Je corrige directement parce qu'après, il faut vraiment qu'on commence le télé sur les graphes. Et tant que i crochet j plus 1, crochet 2, donc ça c'est bj plus 1, est strictement inférieur à crochet i, donc ça c'est i, crochet 1. Donc ça c'est bj plus 1
et ça c'est AI, on augmente J. Et puis du coup, maintenant, on a trouvé le J, et dans CI, on va mettre le max entre CI-1 et CJ plus, alors BJ, donc BJ c'est I crochet J, non, pardon, I crochet I-1, et puis là, il y avait un -1. Voilà. Donc faites attention au décalage l'indice. Hein. Encore là, je reprends la formule du TD, il faut juste décaler tous les indices de 1. Bon, le point important, c'est cette partie ici. Comment on fait pour trouver le J? D'accord? Donc on a les BJ qui augmentent, et il faut trouver le dernier qui est strictement inférieur à AI plus 1. Bon, alors avec le décalage, c'est le dernier qui est strictement inférieur à AI. Donc comment on fait? On commence à B0, et ensuite on regarde le suivant. S'il est strictement inférieur, on augmente. S'il a dépassé, c'est que celui qu'on est en train de regarder actuellement, il est en bonne position. D'accord? Par exemple, si B2 c'est le bon, on commence par regarder B0, on s'occupe de B1. B1, il est toujours strictement inférieur, donc on augmente le J. Ensuite, on regarde B2, il est strictement inférieur, donc on augmente le J. Et si le B3 il a dépassé, c'est que le B2, c'est le dernier qui ne dépasse pas. OK? Bon, et puis à la fin, il suffit de renvoyer ces crochets N. D'accord? Bon, là, c'est du pseudocode. Hein, je triche un peu. Hein, je fais une liste vide. Il faudrait faire une liste qui a la bonne taille, etc. Mais en pseudocode, on peut s'arranger un peu. Bon, ça va cette correction? Le mieux, ce serait que... Là, je sais que j'ai été vite, mais le mieux serait que vous essayiez de le refaire chez vous sans regarder la correction. Et vous essayez de tester sur des exemples. Bon, reste à calculer la complexité de cet algorithme. Donc, il faut que vous trouviez les opérations qu'on fait, donc les comparaisons en gros et les additions, et que vous les comptiez. Alors, où est-ce qu'il y a des opérations? Est-ce que vous pouvez la noter si vous voulez? J'espère que j'ai activé le truc. Ouais. Voilà, il y en a une là et une là. Et après, les additions, il y en a où? Voilà, il y en a une là et une là. Bon, je vais refaire le dessin parce que vous voyez, en gros, si je déplace, les annotations ne bougent pas. Donc, les comparaisons, il y en a une là et une là.
Les opérations arithmétiques, il y en a une là et une là. Voilà, donc, hop. Donc en tout, combien de comparaisons? Alors ces comparaisons-là avec le max et ces additions, on les fait autant de fois qu'il y a de boucles i. Donc on les fait n fois. Donc en tout, on en aura 3n. Et celle-là, on l'a fait combien de fois de comparaison? Par quoi est-ce qu'on peut la majorer? Ouais, on peut la majorer. Alors attention, vous dites max n fois. À l'intérieur de la boucle, ce temps que, on le fait au plus n fois. Mais du coup, en fait, comme on fait n fois la boucle, en tout, ça va faire plutôt du n carré. Ok, donc la comparaison 2, donc celle-là, et les opérations arithmétiques, on les fait 3n fois, ça fait grand O de n. Par contre, la comparaison 1, pour chaque itération i, on l'a fait au plus n fois. En fait, on l'a fait au plus i fois, mais en tout, ça fera 1 plus 2 plus 3, ça fera toujours du n carré. Donc en tout, on l'a fait au plus n carré fois. C'est un grand O de n carré. Donc la complexité totale, c'est grand O de n carré plus grand O de n. Ça fait du grand O de n carré. Okay, on pourrait être plus précis ici pour cette boucle, dire que le j, il est inférieur à i, donc au plus on l'a fait i fois, donc ça ferait la somme des i pour i allant de 1 à n, mais ça reste un grand O de n carré, on ne peut pas faire mieux de toute manière. Ok. Bon, j'ai conscience d'être allé vite là sur cet exo, mais comme on avait fait pas mal d'exos avant sur la programmation dynamique, je pense que maintenant, c'est à peu près OK pour tout le monde. Mais là, cet exo, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des trucs encore pas trop clairs? Bon. Tous les gens qui ont répondu ont dit oui, donc on va dire que ça va. Bon, alors, du coup, là, pour le reste du TD et puis la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est des algorithmes sur les graphes. Si j'arrive à passer à la page suivante. Voilà. Donc là, on commence au numéro 6. Puis je pense que ce sera le dernier TD. On raccourcit un peu le programme à cause du confinement. Donc, maintenant, on va travailler avec les graphes. Donc là, vous avez un graphe qui est orienté. Donc, vous vous rappelez, les graphes, c'est quelque chose qui a des sommets et des arêtes. Donc, des sommets, ici, c'est A, B, C, D, E, F. Les arêtes, c'est des arêtes entre les sommets, quoi. Et dans ce cas-là, elles sont orientées. Vous voyez, l'arête entre A et C, elle va de A vers C. Elle ne va pas dans l'autre sens. D'accord? Bon. Alors, là, l'objectif de cet exercice, c'est de comparer la complexité de certaines opérations suivant la manière dont on représente le graphe dans l'ordinateur. Donc là, on a deux manières de représenter le graphe. Bon, alors déjà, il y a le tableau S qui contient les noms des sommets, donc c'est juste S de 1, ce sera juste la chaîne de caractères A, S de 2 sera B, ensuite C, D, E, F, c'est juste des noms, peu importe.
Mais ensuite, on a deux manières de représenter les sommets. Vous pouvez soit faire une matrice d'adjacence, comme vous avez vu en cours, soit faire des listes d'adjacence, comme vous avez vu en cours. Donc, la matrice d'adjacence, c'est une matrice telle qu'en position I et J. Vous avez soit 0, soit 1, suivant s'il y a une arête de I vers J ou pas. D'accord? Alors que la liste d'adjacence, elle, c'est, vous avez L de I, donc c'est une liste de listes. L de I, c'est la liste des sommets tels qu'il existe une arête de I vers J. C'est la liste des J telle qu'il existe une arête de I vers J. Par exemple, pour le premier, L de 1, il y aurait juste le sommet 3. Donc la première question, pour voir si vous avez bien compris ces deux trucs, essayez d'écrire la matrice d'adjacence et la liste d'adjacence de ce graphe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas 3 jours. Hein. Quelqu'un qui a répondu non. Est-ce que le problème, c'est question de savoir ce que ça veut dire matrice d'adjacence ou liste d'adjacence, ou est-ce que c'est juste pas encore fini? Ok, bon, bah, j'attends encore allez, 30 secondes. Alors, on va essayer de remplir. Si vous n'avez pas fini, regardez, vous allez voir, c'est pas un méchant. Alors, je vais juste faire un petit grillage. C'est trop petit pour faire un beau tableau carré. Donc, la matrice d'adjacence, pardon, c'est une matrice. Donc là, il y a 6 sommets, donc c'est une matrice de taille 6 x 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une matrice comme ça, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Alors, du coup, pour remplir M de IJ,
Par exemple, ici, c'est M de 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne fait pas partie de la matrice, hein, c'est juste des petites annotations. Donc, pour remplir M de 1, 1, ouais, il faut savoir, est-ce qu'il y a une arête qui part de A et qui s'arrête en A? Alors là, il n'y en a pas, donc on met un 0. Ensuite, est-ce qu'il y a une arête de A vers B? Non, il n'y en a pas, donc on met un 0. A vers C, il y en a une, donc on met 1. A vers D, il n'y en a pas, on met 0. A vers E, c'est un 0. A vers F, c'est 0. Puis ensuite, vous faites la même chose à chaque fois. Par exemple, B, une arête vers D, une arête vers F, et il n'y en a pas d'autres, donc on met des 0 partout ailleurs. Ensuite, pour C, seulement une arête vers E, ici. Ici, donc on met un 1 là et des 0 partout ailleurs. Ensuite, D, il y a des arêtes C et E, et partout ailleurs, il y a des 0. Pour E, il y a une arête seulement vers A, et partout ailleurs, il y a des 0. Et puis enfin, F, il n'y a pas d'arête qui part de F, donc on met des 0. Ok, c'est ce que vous aviez trouvé? Monsieur, pour D, il n'y a pas aussi F? Ah, si, pardon. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, attendez, D, c'est 4, c'est pas, c'est pas 5. Voilà. Ça va? Bon. Alors, donc ça, c'est la matrice d'adjacence. La liste d'adjacence, c'est un peu similaire. Enfin, c'est pas similaire, mais c'est le genre de calcul. Pour la première matrice, on regarde les arêtes qui partent de A. Il n'y en a qu'une seule, elle va vers C, donc on met juste 3. Ensuite, les arêtes qui partent de B, il y en a 2, vers D et vers F, donc on met 4 et 6. Ensuite, celles qui partent de C, il n'y a que le E, donc on met juste le 5. Pour le D, il y a C, E et F, donc on met 3, 5 et 6. Pour le E, il y a juste le A, donc on met juste 1. Et pour le F, il n'y a personne, donc on met la liste vide. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ces notions matrice d'adjacence, liste d'adjacence? Okay. Bon, alors, du coup, avec ça, il faut faire la question suivante. Ah, ça ne marche pas. Attendez. La question suivante, enfin les questions suivantes, c'est écrire des fonctions degré sortant et degré entrant qui prennent soit une liste d'adjacence, soit une matrice d'adjacence. Donc je vous rappelle le degré sortant. Si on regarde sur l'exemple, le degré sortant, c'est le nombre d'arêtes qui sortent d'un sommet. Par exemple, le degré sortant de A, c'est 1, le degré sortant de B, c'est 2, le degré sortant de C, c'est 1, le degré sortant de D, c'est 3, le degré sortant de E, c'est 1, le degré sortant de F, c'est 0. Et le degré entrant, c'est le contraire, c'est les arêtes qui rentrent dans le sommet. Donc pour A, c'est 1, pour B, c'est 0, pour C, c'est 2, pour D, c'est 1, pour E, c'est 2, et pour F, c'est 2. D'accord? Bon, ça va? Il n'y a pas de questions? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est il va falloir écrire 4 fonctions. 2 pour le degré sortant, en prenant soit une matrice d'adjacence, soit une liste d'adjacence. Et puis 2 pour le degré entrant, en prenant soit une matrice d'adjacence, soit une liste d'adjacence. Voilà, je vous laisse le faire. Ça... Bon, il y en a 4 à faire, mais c'est pas très dur. On va peut-être corriger d'ici quelques minutes la première tous ensemble, et puis ensuite je vous laisserai faire les 3, et puis j'écrirai la correction.
Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition pour la première, le degré sortant, en prenant la matrice d'adjacence? Par exemple, tournons sur l'exemple. Je vous donne juste la matrice, je ne vous montre pas le graphe. Et je vous demande quel est le degré sortant du sommet 4. Comment est-ce qu'on pourrait le voir? Ça correspond à quoi les arêtes qui sortent du sommet 4? On compte le nombre de 1 sur la ligne 4. Voilà, exactement. Les arêtes qui sortent du 4, c'est celles qui sont sur la ligne 4. Et il y a une arête si et seulement s'il y a un 1. Donc pour savoir combien il y a d'arêtes qui sortent, on regarde la ligne numéro 4 et on compte les 1. OK? Donc, imaginons que n, c'est la longueur de m. Bah, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de parcourir la ligne numéro i et compter les 1. Donc, on prend un compteur qu'on met égal à 0 au début. Et pour j allant, j'écris comme ça, allant, voilà. Pour j de 1 à n, si m crochet i, j égale 1, alors on augmente le compteur. Et à la fin, on renvoie le compteur. Voilà. Alors que pour la liste d'adjacence, si je vous demande combien il y a d'arêtes qui sortent du sommet 4, comment vous faites? On regarde la longueur de l'indice LI. Voilà. Là, c'est, par exemple, pour le sommet 4, on regarde la quatrième liste. Là, c'est 3, 5, 6. Il y a 3 éléments, donc il y a 3 arêtes qui sortent de 4. Effectivement, il y a 3 arêtes qui sortent de D. Donc pour le degré pour une liste, il suffit juste de renvoyer la longueur de L crochet I. Alors, on peut déjà calculer les complexités. C'est quoi la complexité de cette fonction ici? Où est-ce qu'il y a des opérations? Il y a un grand taux de n. Ouais, il y a un grand taux de n parce que les opérations, effectivement, voilà, comme on dit dans le chat aussi, c'est grand taux de n. Les opérations, il n'y a que celle-là. Il y a le plus qui est là. Et puis il y a cette comparaison qui est là. Donc, il y en a 2. On les fait chacune n fois. Donc en tout, il y a 2 n opérations, ça fait un grand taux de n. Celle-là ici, il y a de complexité combien? Il y a combien d'opérations? C'est pas un piège, hein? C'est la même. Non, il n'y en a pas. Ouais, il n'y a pas d'opération arithmétique, il n'y a pas de comparaison. Donc en fait, bah, comme dit votre camarade dans le chat, c'est une complexité constante. C'est un grand taux de 1. Hein, quelle que soit la longueur de L, la longueur de ci et la longueur de ça, ça va toujours prendre le même temps. C'est juste aller regarder ce qu'il y a en indice I et trouver la longueur, qui n'est pas quelque chose qui prend du temps. Python, il sait combien la longueur de chaque liste.
sans avoir besoin de calculer. C'est une complexité constante. Donc, vous voyez, si on s'intéresse au degré sortant, la représentation en forme de liste est avantagée. Et du coup, maintenant, essayez de faire la même chose avec... Alors, je vous conseille, hein, pour ne pas vous embrouiller, les arguments, appelez-le J plutôt que I. Alors, pour le degré entrant matriciel, comment est-ce qu'on ferait? Par exemple, donc si je retourne toujours sur l'exemple, je vous demande combien est-ce que le sommet numéro 6 a d'arêtes entrantes. Je vous donne juste la matrice. Allô. On regarde la 6e position dans chaque ligne. Voilà, Et regarde. à chaque fois qu'il y a un 1, on sait que... Voilà, en fait, attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai un souci avec mon ordi, là. Voilà, on regarde la 6e colonne, en fait. C'est ça, hein, regarder la 6e position dans chaque ligne. Et on compte combien il y a de 1. Donc, l'algorithme, c'est quasiment la même chose. Et, vous prenez n, la longueur de m. Vous mettez un compteur à 0. Et pour i de 1 à n, dès que vous avez un 1, alors vous augmentez le compteur. Et à la fin, vous renvoyez le compteur. Donc la complexité, c'est encore, c'est quasiment le même algorithme, hein, c'est toujours grand O de n. Bon, par contre, sur la liste d'adjacence, si je vous demande combien il y a d'arêtes qui rentrent dans le sommet 6, comment est-ce que vous faites? Faut On regarder compte. dans chaque... vas-y, vas-y. Non, vas-y, t'as Ah, commencé. vas-y, j'ai fait l'autre. Un des deux. Bah, en fait, on compte le nombre de 6 qu'il y a dans la liste. Ouais, mais c'est pas juste une liste, c'est plusieurs listes. Oui, enfin le nombre de 6 total. Oui. Voilà, donc il faut parcourir toutes les listes qui apparaissent dans elle et compter les 6. D'accord? Donc là, c'est un peu plus compliqué. Je vous laisse rédiger l'algorithme il faut parcourir toutes les listes de L. Donc L de 1, L de 2 jusqu'à L de N. Et quand vous les parcourez, dès que vous trouvez un J, vous rajoutez un truc. Et à la fin, ça vous donne le degré. Je vous laisse écrire l'algorithme. Bon, c'est pas très très dur, hein, mais petit entraînement.
Et puis après, vous calculez sa complexité. Complexité en termes du nombre de sommets et du nombre d'arcs. Donc, des arcs, moi j'appelle ça des arêtes. Donc un arc, c'est une arête orientée. Alors, est-ce que tout le monde a réussi? Bon, il y a à peu près la moitié qui ont répondu oui, les autres. Ah, bon. Ok, bon, bah, tout le monde a l'air d'avoir réussi à peu près. Donc, bon, histoire de mettre une correction, vous prenez L, la longueur de L, mettez un compteur à 0 au début, et pour I allant de 1 à N, on va parcourir la liste L, donc on va prendre un indice K, je ne l'appelle pas J parce que sinon on va tout confondre, de 1 à la longueur de L crochet I, et si L crochet K égale J, alors on augmente le compteur. Et à la fin, on renvoie le compteur. Alors, est-ce que ça, vous avez réussi à calculer sa complexité? Donc, je vous rappelle, calculer sa complexité en termes du nombre de sommets et du nombre d'arêtes ou d'arcs. Ou est-ce qu'il y a des opérations de comparaison ou d'addition, un truc comme ça? Ouais. Voilà, effectivement. Les opérations, il y a cette comparaison ici et ce compteur qui est là. Enfin, cette addition qui est là. Donc, attendez, j'efface et puis je recopie. Hein. Voilà. Voilà, donc il y a une comparaison ici, une addition là. Et ces opérations, on les fait combien de fois en tout? On les fait K fois.
Alors, on les fait k fois pour une valeur de i donnée. Et si on additionne toutes les valeurs de k possibles, les valeurs de k possibles... Non, attendez, je dirais en plus une bêtise. K, c'est un indice dans la liste L crochet I. Et les valeurs de k possibles, il y en a combien? N fois. Ah non, c'est I, il va de 1 à N. Donc, pour chaque valeur de I, on va avoir un certain nombre de valeurs de k possibles. Et les k, ils vont de combien à combien? De 1 à la longueur de I. Voilà, donc le nombre d'opérations, c'est 2 fois, parce que là, il y a 2 opérations, la longueur de L crochet 1, donc ça, c'est quand I égale 1, plus la longueur de L crochet 2, plus, etc., jusqu'à la longueur de L crochet N. Bon. Et ça correspond à quoi, cette somme des longueurs ici? C'est quoi la longueur de L crochet 1? Si vous reprenez les adjacences, la longueur de L crochet 1, ça correspond à quoi? C'est le degré sortant de 1. C'est le nombre d'arêtes qui partent de 1, effectivement. Ensuite, la longueur de L crochet 2, c'est le nombre d'arêtes qui partent du sommet 2. La longueur de L crochet 3, c'est le nombre d'arêtes qui partent du sommet 3, etc. Donc cette somme des longueurs, ici, elle correspond à quoi, en tout? L de 1, c'est les arêtes qui partent de 1, L de 2, les arêtes qui partent de 2, jusqu'à L de n, les arêtes qui partent de n. Donc quand on additionne tous ces nombres, ça donne quoi? Voilà, ça donne la somme des arêtes, le nombre d'arêtes. C'est 2m. Si vous relisez l'énoncé, m, c'est le nombre total d'arcs. Je dis arêtes, parce que j'ai l'habitude, mais c'est pareil. Donc c'est un grand O de m. Sachant que les arêtes, au maximum, si on a un graphe, disons, simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arête double et il n'y a pas de boucle, il y a au plus n fois n-1 sur 2 arêtes. Donc c'est du n carré. Donc vous voyez, cette représentation en degrés sortants, cette représentation de matrice d'adjacence, on a toujours un grand O de n, alors qu'en liste d'adjacence, si on veut les degrés sortants, c'est en temps constant, alors que l'autre, c'est le nombre d'arêtes. Et le nombre d'arêtes, c'est quadratique en termes de n. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde, tout ça? Ok, super. Bon, on va commencer l'exo 2, on n'aura pas le temps de le finir. Donc on considère la fonction suivante, qui prend un graphe, et qui parcourt tous les sommets de G. Et si jamais, donc D+, c'est le degré sortant de U, je vais l'écrire, hein. Et D-, c'est le degré entrant. Donc ce qu'on vient de calculer, hein. Donc si vous trouvez un sommet qui a un degré entrant ou sortant égal à 0, vous le supprimez du graphe, vous supprimez les arêtes qui le touchent, bien sûr, parce qu'il n'y a plus le sommet, et vous appelez la fonction nettoyer là-dessus. Et sinon, vous renvoyez le graphe sans rien y changer. Donc, je vous réécris le graphe de l'exo de la question 1.
Et puis on va le faire tous ensemble, le parcours du graphe. Donc, on appelle la fonction nettoyer sur le graphe G. Donc on doit parcourir tous ces sommets. Si on en trouve un qui a un degré entrant ou sortant égal à 0, on supprime le sommet et on nettoie ce qui reste. Sinon, on renvoie G tout court. Donc essayons sur cet exemple. On parcourt tous les sommets et on en cherche s'il y en a un qui a un degré entrant ou sortant égal à 0. Donc le sommet A, il a un degré entrant de 1 et un degré sortant de 1. Donc on n'y touche pas. Le sommet B, il a un degré sortant égal à 2, mais il a un degré entrant égal à 0. Il n'y a pas d'arête qui rentre dans le sommet B. Donc on le supprime, et notre graphe, il ne reste plus que A, F, C, E, attendez, là c'est D, et D. Et on garde les mêmes arêtes, mais juste celles qui touchaient le sommet B, on les élimine. Ah bah, du coup, celle-là n'existe plus. Hein. Voilà. Donc ça, ce serait la première étape. Alors, essayez de continuer, d'arriver jusqu'à la fin. C'est bon, tout le monde a réussi à nettoyer le graphe? Ok, super. Bon. Donc, si je fais la suite, hein, il y en a quelques-uns qui n'ont pas répondu. On parcourt tous les sommets, on n'a qu'à les parcourir dans l'ordre ABCDEF. Donc A, il a degré entrant 1, degré sortant 1, on n'y touche pas. C'est pareil. B, il existe, enfin B, on l'a sauté. Après, on arrive à D. D, entrant et sortant égal à 0, degré entrant égal à 0, donc on l'élimine. Et il ne reste plus que A, C, F et E. Voilà. On continue. A, il a un degré entrant et sortant égal à 1. C aussi, E aussi. Donc on n'y touche pas. Par contre, le F, il a un degré entrant et sortant égal à 0. On l'élimine. Et il ne reste plus que A, C et E. Et là, ils ont tous un degré entrant et sortant au moins égal à 1. Donc, on les garde comme ça. Il ne manque pas une arête sortante de C. À quel endroit? Vous pouvez annoter si vous voulez. Non, c'est bon? Ok. Ok. Donc, quand on nettoie le graphe, on tombe sur ACE. Bon. Alors maintenant, il y a la question suivante. Montrer qu'un graphe G est sans circuit si et seulement si nettoyer G renvoie le graphe vide. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un circuit. Un circuit, bah, en fait, on en a un là. C'est on part d'un sommet, on parcourt des sommets différents sans jamais revenir sur ses pas, et on retourne sur le sommet A. Donc ça, c'est un circuit. Okay, en gros, c'est une boucle, enfin, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Vous partez d'un sommet, vous parcourez...
Pardon, vous parcourez tous les sommets. Ça, hein. Vous parcourez tous les... Non, enfin, qu'est-ce que... Je reprends, désolé. Vous parcourez des sommets différents sans revenir sur vos pas et vous retournez sur le sommet 1. D'accord? Donc là, vous avez un circuit ACE, une espèce de boucle, qu'on peut retrouver ici dans le graphe avant de l'avoir nettoyé. ACE, c'est un circuit. Donc la question, on ne va pas avoir le temps de la faire en entier aujourd'hui, mais c'est montrer que G n'a pas de circuit si et seulement si nettoyer G est vide. Donc c'est une double implication. Il faut montrer que si G n'a pas de circuit, alors nettoyer G est vide, et vice-versa. Si nettoyer G est vide, alors G n'a pas de circuit. Voilà, je vous laisse réfléchir là 5 minutes. Dans 5 minutes, je vous donne une indication, et puis vous pouvez essayer d'y réfléchir un peu chez vous, et on corrigera ça la semaine prochaine. Okay, puis si dans les 5 minutes qui arrivent, vous avez des questions, vous me le dites. Alors, est-ce qu'avant que je donne les indications, il y a quelqu'un qui aurait un début de piste? Une idée de comment on pourrait faire? Ben, Ouais, si on suppose que nettoyer G est vide, ouais. enfin, qui retourne le graphe vide, ça veut dire que tous les sommets de G ont soit un degré entrant égal à 0, soit un degré sortant égal à 0. Pas forcément. Parce que peut-être qu'au début, ils n'ont pas un degré entrant et sortant égal à 0, mais que quand on retire un sommet, par exemple, imaginons, je prends le graphe A, B, C. Vous voyez, la B, il a un degré entrant et sortant égal à 0. Pas égal à 0, pardon. Mais quand je vais nettoyer, par exemple, le A, on va l'éliminer, on va retrouver juste BC. Et puis ensuite, on va éliminer B, il va rester C, et puis on va éliminer C. Donc à la fin, on a le vide, alors qu'on avait un sommet qui avait quelque chose, un degré entrant et sortant différent de 0. Donc ça ne veut pas forcément dire que tous les sommets
avait un degré entrant et sortant égaux à 0, si nettoyage G est vide. Et là, on remarque que d'ailleurs, ce graphe n'a pas de circuit. On peut partir de où on veut. Si on part, on ne pourra jamais retourner sur le sommet du départ. Ce qui est cohérent avec le fait que nettoyage G est vide. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée ou sinon je vous donne des indications? Bon. Alors, je vous conseille d'essayer de séparer le problème en deux. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui parle. Alors, au moins un sommet à un degré entrant ou sortant égal à 0. En général, ou ça, c'est pas forcément vrai. Par exemple, vous prenez un graphe où il n'y a aucune arête. C'est un graphe qui existe. Hein. Tous les sommets auront un degré entrant et sortant égaux à 0. Alors, moi, je vous conseille de faire ça en deux fois, enfin, de démontrer deux trucs. C'est que si degré de plus de U égale degré de moins de U égale 0, alors j'ai un circuit si et seulement si j'ai privé de U un circuit. D'accord? Et ça, je peux vous le dire à l'oral. Hein. Si vous avez un circuit, il ne va pas pouvoir passer par U. Voilà. Réfléchissez pourquoi. Pourquoi un circuit ne pourra pas passer par U? Et puis la réciproque, c'est assez évident. Je vous laisse réfléchir pourquoi aussi. Et la deuxième chose à montrer, c'est que si G différent du vide est un graphe tel que pour tout U dans G, D plus de U, pardon, là j'ai mis que les deux étaient égaux à 0. Si au moins l'un des deux est égal à 0, alors on a ça. Et si maintenant vous avez un graphe dont tous les sommets ont un degré entrant et sortant strictement positif, alors j'ai un circuit. Et ça, je vous conseille de le faire par récurrence. Okay, si vous arrivez à montrer ces deux trucs-là, après vous arriverez à répondre à la question 2. Donc, bon là on a dépassé l'heure. Hein. Essayez de, si vous avez le temps, je sais que vous avez déjà un DM pour samedi, de réfléchir à ça. Et puis jeudi prochain, on corrige. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on s'arrête? Monsieur, moi, je pourrais juste vous poser une question concernant le DM. Ouais, allez-y, ça peut intéresser tout le monde. Est-ce que vous auriez juste une petite indication pour la question 2 devant nous? Attendez, il faut que je ressorte le DM déjà. C'est quoi la question 2? Il fallait montrer que DI, c'est égal au max des CI K plus 1 plus DK plus 1. Ah. Alors, quelle indication je pourrais vous donner qui ne résout pas tout l'exercice? C'est pas maximum, c'est minimum. Ouais, c'est le minimum. Oui, minimum, excuse-moi. Bah, peut-être... Là, on a fait le TP là, sur les parentésages. Il y avait un truc un peu similaire. Où, quand on avait les parentésages, en gros, un parenthésage, il faut couper à un endroit, et puis parenthèser à gauche et à droite. Chose un peu similaire. D'accord. Donc, Couper il à n'y un avait pas endroit. besoin de faire de récurrence. On peut faire sans. Non, non, il n'y a pas besoin de récurrence. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que après. Mais bon. Essayez de repenser à ce qu'on a vu en TP. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on s'arrête? Non? C'est bon. Bon, je vais couper l'enregistrement.